Merci effectivement donc, pour l'opportunité de partager quelques réflexions et quelques expériences dans cette question de l'évolution finalement des professions dans le domaine de la santé à l'ère du numérique. Et je vois que je suis en bonne compagnie avec mes collègues des HUG, de l'IMAD et vraisemblablement d'autres institutions qui s'intéressent à ces questions-là. Alors on ne va pas uniquement parler de la délégation de tâches qui est un petit peu un thème récurrent, mais peut-être plus largement sur le numérique et la santé et en quoi finalement, quel est le lien entre le numérique, la gestion de l'information, la santé et puis bien sûr qu'est-ce que ça a comme implication sur différents domaines professionnels dans ce domaine de la santé. Je vais me baser non seulement sur le CV qui a été présenté, c'est-à-dire mes fonctions habituelles, mais aussi j'ai la chance depuis maintenant 5 ans de participer au développement des projets stratégiques des hôpitaux universitaires de Genève. Et quand on a commencé à réfléchir aux axes de développement stratégique de l'hôpital, on était en 2014, c'était pour notre plan 2015-2020 qui se termine bientôt. On a été passablement interpellé par un certain nombre d'évolutions sociétales qui étaient déjà bien engagées, mais qui arrivaient à l'hôpital, notamment avec une génération, la génération des enfants du numérique, hein, qui arrivent non seulement avec des compétences numériques, mais aussi avec des attentes différentes de ce que c'est que le monde du travail, de ce que c'est que d'évoluer en tant que professionnel. L'idée que l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie extra-professionnelle est peut-être plus valorisé que ne l'était dans la génération que je représente. Et que finalement ça interroge le rôle des institutions et de comment ces institutions doivent se positionner pour attirer et retenir des talents. Et dans le domaine de la santé, on est dans une situation où c'est un vrai problème que d'attirer notamment des soignants, que ce soit des médecins, des infirmiers ou d'autres professionnels de la santé, pour qu'ils acceptent de venir travailler dans un hôpital comme les hôpitaux universitaires de Genève. Et donc de se questionner de comment est-ce qu'on doit faire changer finalement l'institution pour qu'elle devienne attractive pour ces talents-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être discuter plus dans la phase de discussion. Mais peut-être pour commencer et pour vous expliquer pourquoi ça fait une 50aine d'années qu'on s'intéresse à ce qu'on a appelé l'informatique médicale, qui est encore le nom de la discipline académique, mais on parle maintenant de médecine numérique, de e-health, de télémédecine, en fait de gestion de l'information par des outils informatiques. Essayer de vous expliquer pourquoi on s'escrime à faire ça, et peut-être une manière intéressante de regarder à la problématique, c'est de parler des causes de mortalité. Alors je sais que vous n'êtes pas forcément tous dans le domaine de la santé, mais dans un pays développé, et d'ailleurs je crois que maintenant c'est quasiment la même chose dans tous les pays qui soient développés ou moins développés, la première cause de mortalité. Alors, le tabac contribue à cette première cause de mortalité, effectivement. C'est les maladies cardiovasculaires. Alors, c'est les infarctus, c'est les accidents vasculaires cérébraux, c'est toutes les maladies liées à l'hypertension. Et le tabac, évidemment, est un facteur. Donc, première cause, maladie cardiovasculaire. Deuxième cause, les cancers. Voilà. Troisième cause, donc première cause, les cardiovasculaires, les cancers. Troisième cause, les erreurs médicales. Donc si on compte les morts là en 2013 aux États-Unis, on estime 600 000 morts de maladies cardiovasculaires, 585 000 de cancers, 250 000 d'erreurs médicales. Voilà, donc troisième cause de mortalité dans les pays développés, bien avant les maladies respiratoires, qui elles aussi d'ailleurs sont liées au tabagisme. Et puis après, on a des causes qui sont nettement moins importantes et qui, elles, varient passablement de pays à pays. Donc les erreurs médicales, hein, c'est une cause de mortalité importante. Quand on parle d'erreurs médicales, on parle de patients qui décèdent en lien avec une prise en charge qui n'est pas optimale, c'est-à-dire une prise en charge qui est grevée soit de négligence, soit d'erreurs qu'on
qu'on ne peut pas forcément éviter facilement, mais qui en cause le décès non pas par la maladie qui a fait qu'ils ont essayé d'être soignés, mais par le fait même qu'on se soit occupé d'eux dans le système de santé. Ce qui est intéressant, c'est que cette problématique n'est pas tout à fait nouvelle, puisque on écrivait il y a quelque temps déjà qu'il y a une conviction grandissante que dans tous les hôpitaux, même ceux qui sont les mieux conduits, il y a un gaspillage de vie qui n'est pas nécessaire. Et la personne qui écrivait ça est Florence Nightingale, qui est une des infirmières très influentes du 19e siècle, dans ses notes sur les hôpitaux, donc 1863. Et ça nous fait dire que, quand on s'intéresse aux causes de ces problématiques, on se rend compte que dans beaucoup de situations, c'est lié à la gestion de l'information. Et donc, qui nous fait penser qu'on est face à une problématique. Dans la moitié des cas des erreurs médicales, on se rend compte que c'est finalement une transmission d'informations insuffisante, le fait que quelque chose qui était connu n'a pas été transmis aux personnes qui ont pris les décisions, que l'information a été soit incomplète, soit perdue, soit mal transmise, soit qu'on est face à des situations où l'information est tellement dense et complexe que l'esprit humain a de la peine à s'y retrouver. Et on sait que l'esprit humain, et je pense que certains d'entre vous connaissent mieux le sujet que moi, à quelques limites. Les cognitivistes, les psychologues, depuis une cinquantaine d'années, savent que, par exemple, la mémoire de travail, qui est une partie importante de notre système cognitif, a une capacité limitée. On estime qu'on a 7 plus ou moins 2 cases qu'on peut utiliser pour mobiliser de l'information simultanée dans notre mémoire de travail. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes en ont 5, certaines personnes en ont 9, mais à peu près personne en a une vingtaine ou une trentaine. C'est-à-dire qu'en gros, à partir d'un certain moment, notre cerveau devient débordé par la quantité d'informations qu'il doit manipuler. Or, il se trouve que dans la pratique médico-soignante, dans les hôpitaux en particulier, où l'information est très dense, où le fait d'être interrompu est quelque chose d'habituel, on estime qu'un jeune médecin qui est interrompu toutes les 2 minutes ne peut pas faire un travail de plus que 2 minutes sans qu'il y ait une interruption, que ce soit un téléphone, un bip, la visite d'un professionnel, la visite d'une famille, etc. Et donc, cette capacité limitée à traiter l'information, qui est symbolisée pour ceux d'entre vous qui ont connu les Shadocks, très bien illustrée, hein, cette idée que le Shadok a 4 cases dans le cerveau, et quand on en met une 5e information, une de ces cases se vide et l'information qui était dedans dans la case est perdue. Hein, et c'est vraiment ce qui se passe dans la mémoire de travail. Donc, capacité limitée à traiter l'information en simultané, une mémoire à long terme qui est limitée. Je le mesure chaque jour un peu plus. Notre capacité à non seulement accumuler ce ralenti avec l'âge, mais à se rappeler les choses diminue aussi avec l'âge. Et puis la vigilance qui peut être un problème. On est dans des professions où il faut être de garde, où il faut parfois faire de longues heures, où le sommeil n'est pas garanti. Et donc ces 3 causes, en tout cas, sont considérées comme des facteurs qui favorisent le mauvais traitement de l'information et donc potentiellement des erreurs dans les décisions ou les actes qui sont réalisés. Et alors il y en a probablement toutes sortes d'autres. Hein. Les spécialistes nous expliquent que notre cerveau gère mal les probabilités, etc. Si vous lisez Kahneman, vous allez trouver encore toutes sortes d'autres limitations dans le cerveau humain, mais je mentionne ces 3-là parce qu'elles sont particulièrement compensables, si on peut dire, par des systèmes informatiques. Hein, on peut imaginer qu'un ordinateur peut traiter en parallèle beaucoup plus que cette information. Et ça, on le sait maintenant avec la puissance de calcul des ordinateurs, on est quasiment illimité. La mémoire de stockage, vous rajoutez quelques disques durs externes et vous pouvez arriver à des quantités qui défient l'entendement humain. Et puis la vigilance, tant qu'il y a du courant et pas trop de bugs ou de cyberattaques, ça devrait pouvoir continuer à fonctionner. Donc on est là dans une question intéressante de savoir si on arrive à construire finalement des prothèses informatiques pour le cerveau humain. Alors ça a donné lieu à toute
toute une littérature. Le premier que je vous mentionne, et j'aime bien le titre parce que c'est vrai, ça dit la chose de manière claire. L'erreur est humaine, il est dans la nature humaine de se tromper. C'est donc voilà, c'était un rapport de l'Institut de médecine, donc l'Académie américaine de médecine, qui date de 1999 et qui était le premier à rendre visible cette troisième cause de mortalité. À l'époque, on estimait que c'était entre 100 000 et 200 000 morts par année. C'est les chiffres qui ont été confirmés encore 10 ans plus tard, donc qui montraient qu'il y avait vraiment de la marge d'amélioration. Quand on parle de 100 000 morts par année, ça veut dire en gros 2,747 qui s'écrasent tous les jours. Est-ce qu'on prendrait encore l'avion si on avait ce type de performance dans le transport aérien? Probablement pas tellement. Mais on le fait dans le système de santé. Et donc, rapidement après, se poser la question de, effectivement, comment réfléchir à un système de santé plus sûr et comment traverser cet abysse de la qualité, qui était le rapport qui a suivi une année plus tard, le rapport plutôt alarmant sur les erreurs médicales. Évidemment, l'ordinateur n'est pas la solution, mais a été évoqué dans un certain nombre de corrections de ces problématiques. Le problème, c'est que, évidemment, les ordinateurs ont quelques limites. Même si on parle beaucoup aujourd'hui de l'intelligence artificielle, on est encore très très loin de représenter sous forme informatique des choses qui nous paraissent tout à fait évidentes, notamment le bon sens. Le bon sens, c'est probablement le cauchemar des ingénieurs en intelligence artificielle. Comment apprendre à un ordinateur à comprendre une situation complexe, c'est quelque chose qu'on n'est pas encore du tout capable de faire, malgré les progrès spectaculaires de ces dernières années, notamment dans le domaine du machine learning. Et puis alors quand on parle d'empathie, par exemple, déjà pour nous c'est compliqué de définir ce que c'est, et d'arriver à l'apprendre à un outil informatique, ça paraît encore assez loin. Et puis l'autre chose qui est aussi importante, c'est qu'on a beau fabriquer des systèmes experts, c'est-à-dire des systèmes qui imitent le comportement des experts, un des problèmes fondamentaux, c'est que quand on demande à un expert de nous expliquer son expertise, il en est incapable. C'est-à-dire qu'il va vous raconter a posteriori comment il est arrivé à une conclusion, mais cette explication en fait n'est pas celle qu'il a utilisée pour arriver à la conclusion. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie qu'on appelle peut-être plutôt l'intuition ou le côté de l'art médical. On parle souvent du médecin qui voit entrer son patient et avant même de lui avoir serré la main, a fait le diagnostic. Et après, si vous lui demandez d'expliquer, va utiliser toute une explication logique, hypothético-déductive, etc. Mais probablement que l'essentiel de la partie qui fait l'expertise est quelque chose qu'on n'arrive pas à formuler parce que ça se passe dans des circuits assez profonds de notre cerveau et qui ne sont pas forcément très conscients. Et donc ça montre que quand on essaye de traduire l'expertise dans des systèmes informatiques, on n'arrive qu'à traduire une toute petite partie de cette expertise. Et ça, c'est évidemment une limite assez importante quand on essaie de fabriquer des systèmes soi-disant intelligents. Donc si on prend un petit peu ces deux choses, c'est-à-dire le fait qu'il y a clairement des défauts dans le cerveau humain qu'on peut compenser par des outils informatiques, mais clairement des limitations majeures dans les systèmes informatiques qui nécessitent le cerveau humain. Notre travail dans le domaine de l'informatique médicale, dans le domaine de la médecine numérique, c'est d'arriver à créer cette sorte de synergie entre l'humain et la machine, de prendre le meilleur des deux et d'essayer de faire quelque chose qui fonctionne mieux que l'un et l'autre pris séparément. Et puis, dans une situation où on est forcément dans le domaine des soins, dans un réseau d'humains qui travaillent ensemble, on est dans des logiques interprofessionnelles, mais aussi où chaque professionnel va être équipé de ses propres machines. On doit arriver à créer ces réseaux humains-machines. Et ça, c'est vraiment l'enjeu, je dirais, du numérique dans la santé. À l'époque où on se pose cette question de comment diminuer les coûts, diminuer les erreurs et augmenter la qualité des systèmes de soins, sort cette idée de ce qu'on peut appeler le dogme du numérique en santé de l'année 2000. C'est à peu près à l'époque où ces choses se conceptualisent et où finalement on considère qu'il y a essentiellement 4 piliers qu'il faut développer si on veut arriver avec le numérique à améliorer le fonctionnement du système de santé. C'est bien sûr avoir un dossier électronique, alors d'abord ce qu'on appelait le dossier médical électronique, maintenant ce qu'on appelle le dossier électronique du patient.
c'est-à-dire d'avoir sous forme numérique, si possible sous forme structurée, des informations qui peuvent être échangées, mais qui peuvent être aussi traitées par l'ordinateur, et notamment par des outils qu'on appelle des outils d'aide à la décision clinique, des outils qui vont être capables de faire ce qu'on apprend quand on étudie la médecine ou les soins infirmiers, mais qu'on n'est pas toujours capable d'appliquer quand on est dans un monde pressé, dans un monde bruité. Par exemple, les interactions médicamenteuses, par exemple, le fait que certains médicaments doivent être adaptés en fonction du fonctionnement des reins du patient, qu'il peut y avoir des allergies, etc. Pour ça, les systèmes d'aide à la décision clinique vont pouvoir dire attendez, si vous donnez ce médicament, ne donnez pas celui-là parce qu'on sait que ces deux ne vont pas ensemble. Quelque chose qu'on sait, mais que parfois on n'arrive pas à voir parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Et puis le troisième élément, c'est ce qu'on appelle la prescription informatisée, en anglais Computerized Provider Order Entry, cette idée que le professionnel qui a pris une décision la communique à un outil informatique avant de la communiquer à tout le monde, de telle sorte qu'il puisse y avoir une sorte de dialogue entre l'outil informatique et le professionnel pour qu'éventuellement le système dise attention docteur, si j'étais vous, je ne ferais pas ça, la dose que vous proposez est trop élevée par rapport au poids du patient ou à d'autres critères. Et l'intérêt de le faire à ce moment-là, c'est que la décision n'est pas encore communiquée à d'autres et donc pas encore en train d'être exécutée. Une fois que la décision est en train d'être exécutée, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Et donc ces trois choses, c'est ce qu'on essaie de faire depuis maintenant 40 ans. C'est des choses qui maintenant deviennent un petit peu la norme dans les hôpitaux. Et puis la quatrième, c'est le cercle qui est autour, c'est cette idée de connecter finalement ces systèmes. Parce qu'un hôpital, c'est juste un élément d'un système de soins. Il y a tous les autres acteurs, que ce soit la médecine privée, que ce soit les infirmiers à domicile, que ce soit les pharmacies, que ce soit les laboratoires, etc. Et puis progressivement aussi les patients qui deviennent eux-mêmes des partenaires du numérique de leur santé. Et donc pour cela, il faut mettre en place ce qu'on appelle ici un Health Information Exchange, ce qu'on appelle en français la cybersanté, c'est-à-dire en gros des réseaux qui permettent de manière sécurisée, de manière interopérable, connecter les différents acteurs numériques du système de santé. Alors, juste pour rappeler, voilà, c'est quelques images pour vous dire où on en était dans les années 90. Hein, ça, c'est des images prises au HUG à l'époque. Vous remarquez non seulement la mode a un petit peu évolué, mais surtout les ordinateurs aussi. Vous avez ici une interface aux machines assez intéressante puisque l'infirmière ici sur l'image n'a pas de clavier si vous regardez bien, mais parle au téléphone avec un opérateur ou une opératrice qui va en fait interagir avec l'ordinateur central et donc on aura une copie sur un écran vidéo et puis le résultat de cette interaction va produire des impressions, que ce soit des étiquettes pour mettre sur des tubes de sang ou des résultats de laboratoire. C'était assez révolutionnaire à l'époque et je pense qu'en termes d'interface, alors c'est pas une interface homme-machine, hein, logiquement ce serait homme-homme-machine ou humain-humain-machine, puisqu'on a deux personnes humaines qui interagissent et puis une d'entre elles va interagir avec le système informatique. C'est comme ça que j'ai commencé en tout cas ma carrière de jeune médecin et c'était assez pratique puisqu'il n'y avait pas besoin d'apprendre à utiliser le système. On avait quelqu'un qui savait très bien l'utiliser. Et quand on est arrivé... à cette époque, les enjeux, c'était vraiment de passer du monde du papier au monde du numérique, donc la numérisation du papier, si on peut dire, et puis d'améliorer la communication, puisqu'une fois que l'information est sous forme numérique, c'est beaucoup plus facile de la disséminer, de la rendre disponible. 10 ans plus tard, on se retrouve plutôt avec cette configuration-là, où là, il a fallu apprendre à utiliser l'ordinateur, et ça a été encore dans les années 2000 un assez gros enjeu de gestion du changement. Mais enfin, vous avez une équipe médico-soignante qui fait la visite là dans les couloirs de l'hôpital et puis qui est accompagnée d'un ordinateur portable, un computer on wheels, le COW comme les appellent les Américains, qui fait partie de l'équipe puisque c'est un outil qui va interagir au moment où on prend des décisions en disant attention, là il faudrait ajuster la dose de ce médicament parce que la fonction rénale du patient est diminuée. Vous voyez qu'il y a encore du papier, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus la norme dans les hôpitaux et puis maintenant, je dirais depuis une quinzaine d'années aussi dans les pratiques des autres professionnels non hospitaliers.
Ce qui est intéressant là, c'est qu'on amène des outils d'aide à la décision et que l'outil est vraiment centré autour de la facilitation de la collaboration entre les professionnels et dans une collaboration qui, elle, est interprofessionnelle. On n'est plus uniquement dans un système, je dirais, de gestion logistique, comme ça pouvait être le cas 10 ans plus tôt. Et puis, je dirais, depuis une dizaine d'années, on s'intéresse alors à la participation des patients et des proches et vraiment une logique de coopération. Là, vous avez l'exemple d'une app qui est sortie il y a 3 ans maintenant, je crois, des hôpitaux universitaires de Genève pour les urgences pédiatriques. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'impliquer les patients, ou en l'occurrence là, les parents d'enfants, qu'ils puissent, à domicile, depuis leur téléphone mobile, consulter une base de connaissances qui va les aider à décider si les symptômes que présente leur enfant nécessitent qu'ils s'inquiètent et aillent tout de suite aux urgences, ou s'il y a peut-être des alternatives, attendre le lendemain que le pédiatre soit disponible, ou aller dans une pharmacie, etc. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où ils décident, depuis leur téléphone mobile, de consulter aux urgences, ils vont envoyer un signal qui va être reçu par les urgences, qui leur dira « il y a un patient qui va arriver ». Il y a quelques informations qui ont été rentrées dans le téléphone mobile qui va déjà pouvoir annoncer, c'est peut-être un enfant asthmatique, c'est un enfant diabétique, c'est un enfant épileptique, etc. On sait où se trouve l'enfant puisque le téléphone est géolocalisé. On sait dans combien de temps il va arriver aux urgences, ce qui fait que quand il arrive aux urgences pédiatriques, on sait qui c'est, on sait pourquoi il est là et on peut trier, comme on dit dans le langage des urgences, et choisir quelle est la meilleure manière de le prendre en charge. Et puis ensuite, bien sûr, on peut utiliser cette information pour la communiquer une fois que l'enfant a été pris en charge à son pédiatre, donner des conseils, même sous forme électronique, aux parents pour la prochaine fois qu'un problème se produit, etc. Et on voit donc progressivement ces outils qui deviennent des outils de coopération au sein du système de santé. Rappelez aussi que au-delà de ces défis, on a des défis sociétaux, je dirais, autour de l'évolution de notre système de santé qui mettent sous pression notre système. On parle régulièrement, surtout à cette période de l'année, de l'augmentation des primes d'assurance, du fait qu'on est dans un système qui potentiellement, ou peut-être plus que potentiellement, je pense c'est avéré maintenant, a perdu ses qualités d'accès solidaire aux soins, avec un système à plusieurs vitesses qui se met en place, mais on est aussi face à des contraintes, qu'elles soient démographiques ou de progrès des technologies médicales, qui font qu'effectivement les coûts de la santé augmentent et l'activité soignante augmente. On estime qu'on augmente de à peu près 3% par année, et c'est lié effectivement au vieillissement de la population, c'est lié à la prolongation de l'espérance de vie. Et je vous montre ici notre vaisseau amiral, le dernier bâtiment construit au HUG, le bâtiment Gustave Julliard. Je le montre parce que, en fait, il a été décidé il y a une quinzaine d'années de construire ces 300 lits d'hospitalisation. Il a fallu une quinzaine d'années entre le moment où on a pris la décision et le moment où ça a été réalisé, ce qui est à peu près habituel. Mais ce qui est intéressant, c'est que 3% d'activité par année, dans 10 ans, en fait, on devrait en construire un deuxième de bâtiment si on continue à produire les soins de la manière dont on le fait actuellement. Or, à ma connaissance, il n'y a pas de plan de construire un nouvel hôpital. Ça veut dire qu'en gros, si la tendance continue de l'augmentation des besoins de soins pour nos populations, ce qui, d'après les démographes, est incontournable, ça veut dire qu'on va devoir penser nos soins différemment. Et c'est là qu'on entre maintenant dans cette question des nouvelles professions ou des changements des professions qui ne sont pas forcément que liés au numérique, qui sont probablement rendus possibles grâce au numérique, mais qui sont liés à des nécessités de repenser notre système de soins et de santé, ne serait-ce que pour faire face à ces défis démographiques. Alors, oui, là, une petite image toute récente. On avait un grand stand aux Automnales. Les HUG avaient un grand stand aux Automnales. On en a profité pour discuter avec les visiteurs, une population genevoise générale, je dirais, sur la manière dont ils imaginaient l'hôpital de demain. En gros, à quoi est-ce qu'il fallait faire attention, qu'est-ce qu'il fallait changer. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aucun nous dit qu'il faut plus de scanners ou plus de blocs opératoires. Par contre,
travailler sur le relationnel, travailler sur la nourriture, travailler sur le confort et la sécurité, travailler sur l'intégration des proches aidants, travailler sur la coordination des itinéraires patients. Donc ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il y a des attentes de la population qui sont pas forcément, qui ont évolué en partie, notamment évolué parce que maintenant les outils du numérique génèrent de nouvelles attentes, mais qui ne sont pas forcément celles aussi qu'ont les professionnels. Hein. C'est-à-dire qu'on s'attendrait à ce qu'il n'y a aucun patient qui dise « faites moins d'erreurs médicales ». Hein, on est vraiment sur l'hôpital, en l'occurrence, comme un lieu de convivialité, d'hospitalité, de connexion, d'accueil, etc. Et ça, c'est des choses importantes parce que une des choses que le numérique nous amène, c'est des patients qui sont mieux informés, dont on sait que plus de la moitié va sur Internet avant d'aller voir un médecin. Et on sait que la moitié retourne sur Internet après avoir vu le médecin. Il y a des réseaux qui permettent de dire, voilà, si vous avez telle et telle maladie, et que vous êtes dans cette ville, allez plutôt chez ce médecin-là, il est meilleur que d'autres, n'allez pas vous faire hospitaliser dans cet hôpital. Donc il y a des sortes d'outils qui permettent finalement aux patients et à leurs proches, avec le numérique, d'avoir accès à de l'information, plus ou moins de bonne qualité d'ailleurs, mais qui en fait des acteurs de plus en plus autonomes, ou en tout cas qui vont demander d'être entendus et de participer plus activement aux décisions qui les concernent, ce qui en fait est une très très bonne chose. Donc, coordination des soins, c'est une des demandes qui revient régulièrement. Alors, vous connaissez probablement mon dossier médical. Juste, c'est toujours important pour moi de savoir, en gros, combien de personnes connaissent mon dossier médical.ch. Ouais, ça, c'est un bon score, hein, je dirais, dans une audience générale. Donc, un outil, ça fait juste 20 ans qu'on y travaille. Hein, donc, avant, ça s'appelait autrement, mais enfin, on a commencé à travailler sur le dossier électronique du patient à peu près en l'an 2000, avec l'idée de mieux coordonner les soins, de faire en sorte que le patient ait une clé qui lui permette de collecter toute l'information qui est produite et de la rendre disponible aux différents professionnels avec lesquels ils interagissent, dans l'idée que cette information serait véritablement disponible, utilisée pour prendre les meilleures décisions au meilleur moment et donc améliorer la prise en charge des patients. Tout ça dans un système sécurisé. Mais probablement que ça ne suffit pas. Hein, et donc d'avoir un outil informatique, c'est une chose, d'avoir l'information, c'est une chose. Pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait au point sur comment est-ce qu'on va utiliser cette information pour véritablement piloter au mieux la trajectoire du patient dans un système compliqué. Et notamment des patients chroniques complexes qui ont en général 5, parfois 10 intervenants différents entre leurs médecins généralistes, les spécialistes, les infirmiers à domicile, le physiothérapeute, le pharmacien et toutes sortes d'autres acteurs qui vont graviter finalement autour du patient. Et une des choses, quand on réfléchit un petit peu à l'évolution des professions, je me base là sur un site, si vous vous intéressez au futur du travail, je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller voir le site canadien qui s'appelle Carrière de 2030, où des prospectivistes sont intéressés aux grandes tendances sociétales et ont passé en revue non seulement les professions existantes, mais imaginer des professions qui seraient nécessaires en 2030. Juste puisqu'on va parler de formation des adultes, 2030, pour une nouvelle profession, c'est un petit peu demain, hein, puisque entre le moment où on sait ce qu'on veut former, le moment où on définit le cursus, le moment où on entre les premiers volets dans le système, voilà, en 2030, en fait, on a notre premier batch de gens formés qui vont sortir du système. Donc on est en train de se poser cette question. Alors les Québécois appellent ça les navigateurs en soins de santé, on a toutes sortes d'autres termes, mais cette idée qu'on va avoir besoin de professionnels de la coordination des soins pour s'assurer que la personne qui n'est pas forcément totalement autonome en termes cognitifs, qui fait face à de nombreux problèmes de santé, puisse être au bon moment,
au bon endroit, face à la bonne personne, avec la bonne information, et si possible en ayant pris toutes les précautions nécessaires, genre arriver à jeun le jour de l'opération et ce genre de choses. Qui fait qu'on a un système qui peut être amélioré en termes de performance. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui au HUG. On a une profession qu'on a appelée les gestionnaires d'itinéraires patients. C'est un petit peu le même concept, simplement que c'est un concept intra-hospitalier, mais on a aussi d'autres professions d'interface avec lesquelles on travaille notamment avec IMAD, avec l'institution de maintien à domicile, pour justement essayer de mettre, on va dire, de l'huile dans les rouages pour s'assurer que ces transitions qui sont cause de toutes sortes de complexités dans le domaine des soins soient facilitées par des spécialistes finalement de la continuité de la prise en charge, qui est un des grands défis dans le domaine de la santé. Alors on peut aller plus loin, et ça fait partie toujours de ces exemples du site que je mentionnais juste avant, cette idée que non seulement au sein même d'un système de santé, les choses sont complexes et ont besoin d'être coordonnées, mais on voit se développer d'autres types de comportements de santé, notamment le tourisme médical, qui fait que si on veut assurer cette continuité de la prise en charge, on va devoir réfléchir à une coordination qui va être multirégionale. On est dans ces discussions aussi, par exemple, dans un système cantonalisé comme on a en Suisse, avec la nécessité de réfléchir comment est-ce qu'on coordonne, dans quel hôpital on va faire quel type d'intervention, puisqu'on ne peut plus se permettre de faire tout bien partout. On peut faire tout partout, mais pas bien. Donc il faut commencer à concentrer un certain nombre d'activités et d'arriver à faire des coordinations qui sont multirégionales. Et puis, ça c'est probablement une profession d'avenir. Je l'aime bien parce que c'est quelque chose qu'on essaye de faire régulièrement, mais les grandes institutions ont tendance à générer de la complexité et il faut régulièrement essayer de régénérer de la simplicité. C'est un travail, je pense, un travail qui est appelé à se développer de plus en plus et probablement d'être aidé d'ailleurs par le numérique qui permet d'avoir une compréhension systémique des organisations. Donc ça, c'est pas uniquement lié au domaine de la santé. Et je pense que dans notre pratique, dans les institutions et en particulier au HUG, on est en train d'apprendre à utiliser ces techniques industrielles qui ont été développées pour amener de l'efficacité, pour amener de la simplicité, pour arrêter de faire des choses qui n'ont pas de valeur dans le système de santé. Un bon exemple, et c'est intéressant de voir qu'il y a eu plusieurs éléments là. Vous retrouvez les post-it des automnales d'il y a quelques semaines, mais aussi une conférence qui avait été donnée il y a une année ou deux par une professeure de Californie sur la slow medicine. Vous connaissez le slow food, mais cette idée qu'on doit réapprendre à trouver du temps, à faire les choses peut-être plus lentement, parce qu'en les faisant plus lentement, on les fait mieux. Ça a été aussi un leitmotiv pour un des projets importants qu'on mène depuis 5 ans aux hôpitaux, plus de temps pour les patients. Donc, et là, on utilise des outils qui viennent du monde industriel, le lean management par exemple, ou le design thinking pour parler en bon français, qui sont des outils qui nous permettent de repenser les processus autour de la valeur qu'ils génèrent. Et là, la valeur qu'on veut générer, c'est retrouver du temps de qualité entre les professionnels et les patients. Et donc là, on voit émerger de nouveau de nouvelles compétences, de nouvelles professions. On a développé à travers ce projet une petite équipe de coachs en transformation des processus de soins. Alors c'est un petit peu de la simplicité, il y a beaucoup de nouvelles compétences, mais à la base, c'est des gens qui connaissent véritablement le métier soignant et qui développent ces compétences pour pouvoir transformer le fonctionnement de l'hôpital. Et transformer le fonctionnement et de l'hôpital et du système de santé, c'est quelque chose d'important. On parle beaucoup des coûts de la santé, du fait qu'on va devoir rationner l'accès à certains soins. Quand on sait que 25% de l'argent dépensé dans le système de santé est probablement gaspillé, c'est-à-dire utilisé sans produire de la valeur ni pour les professionnels ni pour les patients, on se dit que là, il y a peut-être une piste intéressante de travail. Donc, je vous parlais des experts en simplicité, mais je pense qu'on devrait avoir des experts en gaspillage, chasser le gaspillage. Et c'est une tendance assez forte aussi dans le système de santé. On a maintenant des initiatives, une qui s'appelle Smarter Medicine, par exemple, d'essayer
d'éviter de faire des choses dont on sait pertinemment qu'elles ne servent pas à grand-chose pour les patients, mais qu'on continue à faire pour des questions d'habitude, parfois pour des questions d'incitatifs qui sont un peu pervers. Et donc là, il y a tout un travail et besoin d'avoir des professionnels qui maîtrisent non seulement le monde de la production des soins, mais aussi tous les enjeux économiques, les enjeux de qualité, etc. Une des choses donc, que je voulais aborder un peu avec vous, c'est la question de la délégation de tâches et pourquoi c'est quelque chose qui va s'accélérer ou qui s'accélère déjà maintenant grâce au numérique. C'est le fait que justement d'un système où, pour des questions historiques, des questions de représentation professionnelle, il y a des tâches qui sont réservées à certaines professions, il devient nécessaire de remettre cela en cause et de se dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Est-ce que d'autres professionnels qui ne sont pas contraints par des durées d'études aussi longues ou des disponibilités différentes pourraient contribuer à exécuter des processus de soins de manière différente? Et donc une des choses qui se développe rapidement, c'est ce qu'on appelle en Suisse les infirmières de pratique avancée. Donc il y a différentes terminologies, mais cette idée qu'il n'y a pas de bonne raison que certaines tâches soient uniquement du ressort d'un médecin et qu'elles pourraient tout à fait être exécutées par d'autres professionnels, moyennant une formation ou moyennant, et c'est là que c'est intéressant à l'ère du numérique, une supervision, par exemple, à distance. Et je vais vous donner un autre exemple tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose qui, clairement, est appelé à se développer, donc des nouvelles compétences avec des filières professionnelles qui vont devoir évoluer pour permettre à des professionnels de prendre des responsabilités qui n'étaient historiquement pas autorisées dans nos systèmes. Et je pense qu'un des bons exemples, c'est l'exemple du pharmacien. Vous savez que les pharmaciens sont un peu menacés par le e-commerce et le fait qu'on va pouvoir de plus en plus facilement acheter des médicaments en ligne. Et se pose la question depuis maintenant une dizaine d'années de leur rôle, sachant que ce qui est intéressant avec une pharmacie, c'est que il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous pour aller dans une pharmacie. Maintenant, suivant à quelle heure on va dans une pharmacie, on doit prendre un ticket un peu pour attendre son tour. Mais enfin, disons que c'est peut-être plus facile d'accès et de proximité qu'un grand centre d'urgence ou son médecin traitant qui, lui, n'est pas forcément disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc se pose la question de quel est le rôle du pharmacien comme acteur de santé de proximité. Alors, ce n'est pas nouveau, hein. On a un bobo, le pharmacien va vous proposer un certain nombre de manières de résoudre le problème. Mais ça a été poussé un petit peu plus loin. Il y a maintenant, ça fait 7 ou 8 ans que ça a démarré dans les pharmacies en Suisse. Il y en a en tout cas 200 ou 300 maintenant qui sont équipés d'un système qui s'appelle Netcare. Et l'idée là, c'est que le pharmacien va pouvoir, en fonction des symptômes que vous présentez, vous proposer une prise en charge qui lie des tests diagnostiques effectués à la pharmacie avec un avis à distance par un médecin par télémédecine. Le cas classique, ça peut être la cystite. Vous avez les symptômes d'une cystite. Le pharmacien vous propose, selon un algorithme qui a été validé, un certain nombre de tests. En général, c'est une bandelette dans de l'urine qui permet de savoir s'il y a des bactéries, si c'est une infection. Si le test est positif, le diagnostic est très très probable. Et donc là, on établit une connexion avec un médecin. En l'occurrence, c'est des médecins qui sont à Bâle. Ils sont une vingtaine de médecins et une cinquantaine d'infirmiers qui font de la télémédecine de manière opérationnelle depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et donc le médecin va discuter avec le patient en présence du pharmacien, revoir le test qui a été fait, poser quelques questions sur les allergies, etc. Arrive à la conclusion que c'est une cystite banale qui se traite par antibiotique. On va choisir un antibiotique auquel le patient n'est pas allergique et qui est recommandé. La prescription est effectuée, elle est imprimée, le pharmacien est là, prend la prescription, vous vend l'antibiotique et vous rentrez à la maison. Ce type de processus, évidemment, c'est intéressant parce que comparé à l'alternative qui est il est 23h, mon médecin n'est pas là, je vais quand même pas appeler SOS médecin, bon, j'habite pas très loin des urgences, je vais aux urgences, mais aux urgences, une cystite, c'est pas très urgent, donc s'il y a plein de monde, j'attends 6 heures, je suis pris en charge,
On fait le test de laboratoire, le médecin finalement prescrit le médicament, je quitte les urgences. Avant Pharma 24, il fallait trouver la pharmacie de garde, donc je dois trouver une tribune dans laquelle c'est marqué où est la pharmacie de garde, trouver la pharmacie de garde, acheter mon médicament. Je rentre chez moi au petit matin avec mon antibiotique. Donc voilà, on imagine bien que ce type d'outils de délégation de tâches, où des tâches diagnostiques, des tâches de prise en charge ont été déléguées à un professionnel qui, jusqu'à présent, n'était pas habilité à le faire, parce qu'on est capable de faire une supervision à distance par télémédecine, ça ouvre toutes sortes de possibilités. Alors c'est juste un exemple, enfin il se trouve que c'est un exemple qui existe. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que malgré le tableau assez idyllique que je vous brosse, c'est très peu utilisé. Alors que ça fait vraiment beaucoup de sens. Et je suis sûr que si on allait ce soir aux urgences, on trouverait plein de patients qui auraient pu être pris en charge par ce système-là, mais qui préfèrent encore, alors soit par ignorance, soit pour toutes sortes d'autres raisons et qui sont probablement importantes à essayer de comprendre, vont préférer rester encore dans le système traditionnel d'une consommation peut-être moins efficace des soins. Il y a bien sûr évidemment tous les outils potentiels de la télémédecine, notamment la téléchirurgie. Alors ça, c'est vrai que c'était surtout développé par les militaires, où c'est compliqué d'envoyer des chirurgiens très bien formés près des lignes de front. Donc c'est pas mal de pouvoir se dire, on met un robot qui est piloté à distance pour essayer de soigner les blessés. Il est probable que ce type d'outils se développe, et ça demande des compétences qui sont assez différentes de celles que développe un chirurgien qui pratique directement sur la table d'opération. Et donc, typiquement, les hôpitaux hébergent une fondation qui permet la formation de chirurgiens à ces nouveaux types de techniques qui permettent non seulement d'effectuer des actes à distance. Alors en général, quand on parle de robots chirurgicaux, en fait, c'est un télémanipulateur qui se trouve à 5 mètres du patient, mais où le chirurgien est dans son environnement et puis pilote finalement des outils qui peuvent faire des choses que le poignet humain a de la peine à faire, et donc qui permettent de faire des gestes très précis, mais rien n'empêche de le faire à 10 000 km. D'ailleurs, une démonstration qui s'était appelée l'opération Lindbergh, qui date d'il y a une dizaine d'années, où un médecin qui était confortablement installé dans un hôtel à New York a enlevé la vésicule d'une patiente qui était à Strasbourg pour montrer que c'était possible. Alors ça pose toutes sortes de problèmes. Qu'est-ce qui se passe si la liaison s'interrompt? Qu'est-ce qui se passe s'il y a deux secondes de différence? Donc je commence à couper et puis pendant 2 secondes je continue à couper alors que j'avais dit qu'il fallait arrêter. Enfin, il y a toutes sortes de questions techniques qui se posent. Mais enfin, c'est des choses qui vont se développer. J'estime pas que c'est des solutions qui sont aptes à fondamentalement changer le système de santé. Mais enfin, disons que ça fait partie des choses, en tout cas, qui vont évoluer et qui nécessitent de repenser toute l'organisation. Parce qu'évidemment, vous imaginez bien que le robot qui se trouve autour du patient, il est surveillé par toutes sortes de professionnels qui, eux, doivent connaître les outils techniques pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose de problématique qui se passe. Une des choses qui nous paraît aussi intéressant en termes d'évolution des rôles et responsabilités, c'est tout le développement de ce qu'on appelle le voice computing, c'est-à-dire le pilotage des outils informatiques par la voix. Alors vous avez ici des exemples commerciaux, dont certains sont utilisés dans des hôpitaux, notamment pour qu'on puisse poser des questions à notre assistant vocal, alors en général plutôt sur des questions logistiques, les heures d'ouverture ou des choses qui ne sont pas forcément directement liées à la santé, mais vraisemblablement qu'avec l'amélioration de la connexion de ces outils avec différents capteurs, avec le fait que ces outils reconnaissent qui leur parle, ont accès de plus en plus à des données, y compris des données de santé, on peut s'imaginer que des nouveaux services vont se développer. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'évidemment, ça enlève toutes sortes de barrières technologiques. Il n'y a plus de clavier, il n'y a plus d'écran tactile, c'est des choses qui deviennent dans notre environnement et qui font partie de notre environnement. Et ça ouvre des possibilités potentiellement très intéressantes.
Deux mots sur l'intelligence artificielle, puisqu'évidemment c'est un sujet aussi qui, lui, va rebattre un petit peu les cartes, alors pas de manière aussi profonde qu'on peut le fantasmer, mais enfin, ça ouvre quand même des possibilités intéressantes. Si vous regardez, je ne sais pas s'il y a un radiologue dans la salle, mais en tout cas, moi, comme non-radiologue interniste, je n'aurais pas forcément de la facilité à voir qu'il y a ici une pneumonie qui est juste derrière, qui se cache derrière la silhouette cardiaque. L'algorithme va pouvoir me dire, il y a 80% de chances qu'il y ait une pneumonie sur cette radio. Alors cet algorithme, il a été entraîné, mais uniquement à trouver des pneumonies. Alors évidemment, sur une radio, on voit plein d'autres choses. Mais le fait je ne sais plus combien on fait de centaines de radios de ce type à l'hôpital chaque jour, hein, ça doit être pas loin d'un millier, quelque chose comme ça. Ben, finalement, un algorithme qui vous dit regardez d'abord ces radios-là parce que je pense qu'il y a une pneumonie dessus, ben, c'est important parce qu'une pneumonie, plus on traite vite avec un antibiotique, plus on peut soigner rapidement la personne. Alors qu'il y a plein d'autres radios qui sont soit normales, soit qui montrent des choses qui sont moins urgentes à traiter. Donc on voit que ces outils, même s'ils ne sont pas capables de remplacer toute la capacité d'un radiologue à faire un diagnostic fin, vont être capables de changer l'ordre dans lequel on fait les choses pour en améliorer l'efficacité. Un autre exemple, c'est un exemple qui a maintenant quelques années, et un article dans un journal très réputé en médecine, et qui montrait qu'avec des photos prises avec des téléphones mobiles, on était capable d'avoir une interprétation par un algorithme qui était du même niveau que celle d'un dermatologue expérimenté, mais uniquement pour discriminer si une lésion était potentiellement cancéreuse ou plutôt bénigne. C'est sûr que ça ne va pas vous remplacer le dermatologue, hein, parce que le dermatologue, une fois qu'il aura fait le diagnostic, il faudra peut-être enlever la lésion, il faudra peut-être donner un traitement, etc. Ça, l'ordinateur ne sait pas le faire. Par contre, je ne sais pas si vous avez essayé de prendre un rendez-vous chez un dermato, il faut quoi, 3-4 mois à peu près maintenant à Genève. Mais c'est sûr que si vous appelez le secrétaire du dermatologue en disant j'aimerais un rendez-vous, mais l'algorithme que je viens d'utiliser me dit qu'il y a 80% de chances que j'ai un mélanome, probablement que vous aurez le rendez-vous un petit peu avant les 3 mois. Donc ce que ça veut dire, c'est que de nouveau, on a des outils qui sont capables d'influencer de manière assez significative le fonctionnement du système de santé, avec des fonctionnalités qui sont encore extrêmement limitées, hein. Là, on parle essentiellement d'analyse d'images pour une tâche spécifique. Alors, on en a maintenant toutes les semaines, il y a un article qui montre que pour la détection des nodules pulmonaires, l'algorithme est meilleur que le pneumologue, que pour ci, pour ça, etc. Donc, on accumule toutes sortes de performances, mais qui sont encore des performances ponctuelles. On n'a pas encore des systèmes qui sont capables de regarder tout ça de manière un petit peu plus holistique. Donc, il y a encore un petit moment pour les radiologues. Mais, ceci dit, si j'étais un étudiant en médecine aujourd'hui, je ne choisirais pas la radiologie comme métier du futur. Bon, sachant qu'il faut 10 ans pour être formé. Puis en ophtalmo, voilà, là, la FDA, donc, qui est l'agence d'accréditation américaine, Food and Drug Administration, a autorisé l'année dernière cette machine à poser de manière autonome des diagnostics de rétinopathie diabétique, donc être capable de faire une image du fond d'œil, et puis sur la base de cette analyse, de faire un diagnostic, non seulement un diagnostic, mais aussi de juger de la sévérité du cas. Et donc, voilà, plutôt que de devoir faire ça par un radiologue, on peut imaginer d'avoir un système plus efficace qui va détecter assez rapidement chez les patients diabétiques. Je vous rappelle qu'il y a quelques centaines de millions de diabétiques sur Terre, donc il y a de quoi faire pour aller détecter ça, sachant qu'une fois qu'on a fait le diagnostic, il y a probablement des traitements à faire, que ce soit avec du laser ou avec d'autres traitements médicamenteux. Et puis voilà, ça, alors, c'est notre futur. Alors je ne sais pas si c'est vraiment totalement désirable. Je ne sais pas si je souhaiterais ça à mes parents, ou à moi d'ailleurs. Est-ce que c'est ça finalement le futur de la médecine ? Il y a une certaine empathie, hein, si vous regardez le regard, là, il y a un échange... Alors ça existe, hein, et c'est déployé, notamment en Chine, notamment au Japon, où la question de la prise en charge dans des structures médicalisées pour des personnes âgées, notamment des personnes qui ont des problèmes cognitifs, pour lesquels ces outils ne sont pas encore très, très interactifs, mais racontent des histoires, écoutent, bougent, dansent, divertissent, etc. Donc c'est une réalité.
Alors pour moi, elle pose moins la question de la faisabilité que de la désirabilité. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce que parce qu'on peut le faire, il faut le faire? Et ça, je pense, ça fait partie aussi des compétences qu'on doit développer. Alors, ce n'est pas des compétences probablement qu'on devrait développer au niveau professionnel, mais c'est des compétences qu'on devrait développer déjà tôt dans les formations scolaires, au niveau primaire, au niveau secondaire. Comprendre ce que ça veut dire que d'être face à des outils numériques, comprendre ce que ça peut changer dans notre manière de vivre, d'entrer en relation, de se révéler. Enfin, vous connaissez toutes ces questions du numérique. Et je pense que c'est un débat qui est vraiment important à aborder. Alors pour l'instant, on l'aborde, je dirais, au niveau post-grade. Je pense que c'est des choses qui devraient maintenant être enseignées bien avant. De comprendre le numérique non pas comme un outil, mais comme un challenge sur le fonctionnement de notre société. Et donc comment est-ce qu'on va développer ça? Je ne sais pas encore très bien, mais c'est un vrai enjeu. Mais ça veut dire que probablement, les robots sont en train de se développer, donc dans les professions qui vont nous intéresser, de conseiller en robotique, comment choisir le bon robot pour faire la bonne tâche dans le domaine des soins et de la santé. Juste vous dire, donc, on travaille beaucoup aussi au HUG, je vous ai parlé de InfoKids, mais on a d'autres apps, et donc le fait d'utiliser de manière productive le numérique dans le domaine de la santé, c'est une réalité. Moi, j'aimerais bien que si j'ai une maladie chronique, mon médecin me prescrive une app qui m'aiderait à gérer mon diabète, ma sclérose en plaques, mon épilepsie. Il y a toutes sortes de maladies pour lesquelles le fait d'avoir un outil qui permet d'interagir au quotidien permet probablement de mieux se connaître, de mieux comprendre les problématiques, de mieux se prendre en charge. Donc là, je vous mentionne, InfoKids, c'était pour les patients pédiatriques et les urgences. Concerto, c'est un outil pour les patients hospitalisés à l'hôpital. Et puis HUG Atos, c'est un projet qu'on fait entre les HUG et IMAD pour que des infirmiers et infirmières à domicile puissent, quand ils sont face à un cas un peu difficile, avoir accès directement à un médecin qui puisse les aider à dépatouiller le cas et éviter que ce patient doive être hospitalisé, doive être transformé aux urgences. Et dans la moitié des cas, il semble qu'on arrive à trouver une solution simplement avec une petite app de visiophonie. Alors bien sûr, derrière, il y a toute une organisation, il y a toute une formation à faire pour que tous les usagers, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers au domicile, sachent comment l'utiliser, comment obtenir le consentement du patient, comment gérer la confidentialité, etc. Donc il y a toutes sortes de pratiques qui deviennent importantes à développer. Et puis, il y a tout un domaine qui nous intéresse, même si pour l'instant, on n'est pas encore super actif là-dedans, ce qu'on appelle les jeux sérieux, c'est-à-dire des outils qui utilisent le code des jeux vidéo, et non seulement les codes, mais surtout aussi leur aspect vaguement addictif, en tout cas captivant, pour devenir des outils de formation. Là, vous avez un exemple d'un projet qu'on a développé il y a quelques années pour les patients pédiatriques transplantés du foie. Alors, il n'y en a heureusement pas trop, ils sont une centaine en Suisse depuis une dizaine d'années. Mais tous ces patients d'abord sont transplantés à Genève, qui est le centre national, et puis doivent apprendre à vivre avec leur foie de remplacement, si on peut dire, qui nécessite une prise en charge assez méticuleuse en termes d'hygiène de vie, en termes de dosage de médicaments, etc. Toutes sortes de choses qu'on n'aime pas faire quand on arrive à l'âge adolescent et qu'on est un petit peu révolté, puis qu'on se dit, c'est bizarre, j'ai envie d'être comme les autres, quoi. Et donc l'idée, c'était de développer des outils, en l'occurrence une navigation en 3D dans une chambre un peu virtuelle où on explore. Mais ce qu'on explore, c'est en fait son vrai dossier médical. Et donc à travers cela, développer la compréhension des enjeux, des données, du langage médical pour ces préadolescents en l'occurrence. Et puis de leur donner aussi la capacité de planifier ce qu'ils aimeraient discuter avec le médecin la prochaine fois qu'ils le voient, leur agenda, et puis avoir accès à l'information, remplir même eux-mêmes un certain nombre d'informations dans le système, donc avec toute une démarche éducative. Et ça, c'est un domaine qui est très porteur et prometteur dans le domaine de la santé. Je crois que c'est vraiment un domaine important. Et puis là, typiquement, on va avoir besoin de nouvelles compétences. Ici, les concepteurs, en anglais, on dit gamification, en ludification, c'est un terme qui est sympa. Mais voilà, donc comment est-ce qu'on utilise finalement les compétences pédagogiques du numérique appliquées au domaine de la santé?
Ça, je pense, c'est quelque chose qui va se développer, qui se développe déjà assez rapidement. Non seulement d'ailleurs pour les enfants, mais aussi pour les adultes et les personnes âgées, qui de plus en plus deviennent assez proficientes en utilisation du numérique, ne serait-ce que pour faire du WhatsApp avec leurs petits-enfants, hein, qui est une motivation très forte. Mais si on peut utiliser ça finalement comme un outil de suivi, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, c'est pas non seulement intéressant, ça marche. Là, vous avez une étude qui date il y a maintenant 2017, c'est un petit moment, mais qui montrait que si on demande à des patients, alors en l'occurrence, hein, c'est pas très drôle, des patients qui ont des cancers métastatiques, qui ont une chimiothérapie, donc d'interagir via un outil numérique avec leur équipe soignante en rapportant leurs symptômes, en rapportant leurs ressentis, en rapportant un certain nombre de choses qu'on va leur demander régulièrement, ce qu'on appelle des patient-reported outcomes. Eh bien, ceux qui le faisaient, par rapport à ceux qui ne le faisaient pas, non seulement avaient moins d'hospitalisation, moins de visites aux urgences, mais ressentaient une amélioration de la qualité de vie et surtout aussi un allongement, en l'occurrence de 5 mois, mais enfin pour des patients métastatiques cancéreux, ça peut faire une différence. Et donc on voit qu'avec des outils pensés comme une manière finalement de rapprocher les patients de leur équipe soignante de manière structurée à travers le numérique, on peut avoir des impacts qui sont importants. C'est des choses qui nous intéressent beaucoup. On a maintenant des projets pilotes dans le domaine de l'oncologie, mais vraisemblablement que c'est des choses qui peuvent être aussi très intéressantes dans le domaine des maladies chroniques. Peut-être juste vous montrer un petit peu, alors vous vous rappelez le dogme de 2020, hein, de 2000, c'était assez simple, 4 choses. Là, on est dans la vision de la médecine numérique version 2020. Et c'est un petit peu ce sur quoi on travaille actuellement. Cette idée que, voilà, on est maintenant dans une société du numérique où il y a une masse d'informations importantes qui existe, que ce soit les systèmes d'information de santé, que ce soit l'imagerie, que ce soit tout ce qui se passe sur Internet, mais aussi toute la biologie qui a été numérisée avec le séquençage génétique, avec la caractérisation des protéines, avec toutes sortes de choses qui font qu'on a une masse d'informations sous forme numérique, sans compter les réseaux sociaux, la connectivité mobile qui vous permet d'être non seulement localisé, mais de savoir ce que vous êtes en train de faire quasiment, et surtout d'être en relation bidirectionnelle grâce à votre téléphone mobile. Et puis, bien sûr, aussi maintenant, de plus en plus, ces capteurs. Vous avez vu que Google a racheté Fitbit il n'y a pas très longtemps. C'est pas pour rien, Fitbit, c'est ces bracelets, ces actimètres numériques qui mesurent le nombre de pas que vous faites. Maintenant, les téléphones le font directement. Mais enfin, cette idée qu'on va de plus en plus avoir une expression de notre intimité sous forme numérique et que tout ça peut être combiné. Alors, c'est un petit peu ce que montre le schéma avec cette convergence de cette information et de la capacité d'exploiter cette information, hein, ce qu'on appelle l'analyse du big data, des masses de données. L'espoir, c'est qu'avec tout ça, on arrive à passer d'une médecine essentiellement basée sur le traitement, avec des diagnostics plus performants, avec une gestion plus intelligente, avec une médecine qui serait prédictive, voire même préventive. Et c'est ça un petit peu disons la vision qu'on a du rôle du numérique dans la médecine dite de précision. Alors ça a au niveau professionnel là, un certain nombre d'impacts. C'est vrai que si on développe ce que les anglo-saxons appellent les digiceuticals, hein, les médicaments numériques, c'est-à-dire des outils numériques qui vont avoir un effet thérapeutique avec ces technologies qui vont être de plus en plus faciles à déployer, à connecter, voire même à implanter. Eh ben, il faudra avoir des compétences nouvelles, non seulement en électronique, mais tous les enjeux que peuvent poser ces outils numériques qui sont sur le corps, voire dans le corps. Et puis la capacité de manipuler ces données volumineuses, et ce n'est pas uniquement une capacité technologique, hein, mais c'est vraiment d'arriver à lier le métier de la santé avec ces nouvelles compétences d'exploitation des données pour manipuler ces données volumineuses
Et là, je pense que, enfin, on le voit, hein, on a toutes les peines du monde d'ailleurs à recruter des spécialistes de ce domaine, parce que tous ceux qui terminent, en général, ils sortent de l'EPFL ou du pôle de Zurich, ils vont à Zurich travailler chez Google ou chez Amazon. On essaie d'en prendre quelques-uns en leur disant c'est bien de vendre de la publicité, mais c'est peut-être aussi pas mal de développer les soins. Actuellement, c'est les astrophysiciens qu'on recrute dans mon équipe. Là, on a plusieurs spécialistes de traitement des données lumineuses qui viennent de l'observatoire de Sauverny, qui ont fait des formations en astrophysique et qui sont très très bons pour ça. Mais juste pour dire, voilà, on est là à la recherche de gens qui arrivent à faire le lien entre ces compétences de traitement des masses de données et puis le domaine des soins. Pour l'instant, on met des gens ensemble, mais on voit qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont à l'interface entre ces deux disciplines et qui doivent être développées. Voilà, comme je disais en introduction, j'ai bien aimé ce post-it. On a eu un petit millier de post-it aux automnales, mais celui-là, c'était une fille qui devait avoir une dizaine d'années. Voilà, on lui demandait ce qu'elle voulait. Elle voulait. Alors, voilà, ça montre aussi un changement de culture de l'écrit. Hein. Il faut manger du bon, laisser faire plus de visites par les familles, etc. Sinon, c'était parfait. Et puis, abonnez-vous à mon TikTok. J'ai dû aller chercher ce que c'était. Je ne connaissais pas encore TikTok quand j'ai vu ce post-it. Juste pour dire, les choses évoluent très très vite et on est face à des générations qui ont des systèmes d'interaction, des systèmes de socialisation qui sont très différents de ceux qu'on planifie, même si on essaye d'être un peu visionnaire dans nos hôpitaux, dans le système de santé. Donc juste pour rappeler que voilà, le numérique nous challenge au quotidien dans nos professions, dans nos organisations. Et je crois qu'avec ça, j'ai terminé l'exposé et on va pouvoir passer aux discussions. Merci.